Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je tourne une vidéo. Ah, Bon, elle est jolie ta robe. Ma robe? Elle est très verte. Quoi? T'aimes pas le vert? Ah non, non, hein. Moi j'aime bien, hein. Mais tu risques d'avoir un petit problème à un moment donné quand même. Comment ça, un problème? Bah, si je fais ça, par exemple. Bon, je vais me changer. Bonjour les quatrièmes, j'espère que vous allez bien pour cette dernière ligne droite avant les vacances qui arrivent en fin de semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur Au bonheur des dames, dans la lignée de la vidéo précédente qui portait sur les rougon-macquart. Et tout de suite, un résumé de cette vidéo. Dans l'épisode précédent, on avait parlé des rougon-macquart, cette série de 20 romans qui racontent l'histoire d'une seule famille et dont Au bonheur des dames fait partie. On avait défini le naturalisme, c'est-à-dire le courant littéraire qui s'inspire des sciences naturelles, et on avait vu que l'intérêt de parler d'une famille, c'était d'expérimenter et d'observer les théories scientifiques de l'hérédité sur celle-ci. Bref, on avait parlé de saga romanesque, de 19e siècle, Madame Voisin m'a fait des mises en scène nulles, des blagues pas drôles, et on avait quand même vachement plus parlé du contexte que du roman en lui-même. Aujourd'hui, rassurez-vous, on va parler du roman. La vidéo du jour portera sur deux éléments du roman, deux éléments qui s'affrontent, qui tentent de se duper l'un l'autre. Ces éléments, ce sont le grand magasin et les femmes. Cette vidéo vous permettra donc de corriger les pages 35 à 42 du manuel et les séances 2 et 3 du livret de séquence. Dans la dernière vidéo, nous avions évoqué le fait que Zola était un écrivain naturaliste, proche du réalisme, et qu'il souhaitait tant copier le réel qu'il faisait de nombreuses recherches avant d'écrire ses romans. Au bonheur des dames n'échappe pas à cette règle, car le magasin d'Octave Mouret est lui-même inspiré de magasins ayant réellement existé. Le 19e siècle est touché par trois révolutions. La révolution industrielle, la révolution sociale et là où les révolutions politiques. On l'a vu dans la vidéo précédente, Zola place sa saga dans le contexte du 19e siècle. Il n'est donc pas étonnant de voir apparaître ces trois révolutions dans ses romans. Néanmoins, Au bonheur des dames donne une place toute particulière à ces révolutions, notamment les deux premières. En effet, si la révolution politique est peu évoquée dans le roman, ce sont les révolutions industrielles et sociales qui vont être mises en valeur dans ce roman. Le symbole de tout cela, les grands magasins comme Au bonheur des dames, que Zola décrit comme la cathédrale du commerce moderne et qui apparaissent au 19e siècle dans les grands boulevards percés par Haussmann. Le premier de ces magasins et l'inspirateur de Zola, c'est le Bon Marché. Fondé en 1838 par les frères Vidot, ceux-ci s'associent en 1852 avec Aristide et Marguerite Boucicaut. Ce sont eux qui transforment cette boutique déjà grande pour l'époque en magasin immense aux dizaines de rayons et aux nombreux étages. Les idées d'Aristide Boucicaut sont novatrices pour l'époque et effraient beaucoup de monde, à commencer par les frères Vidot qui quittent le magasin. Il faut dire que Boucicaut révolutionne la vente et utilise de toutes nouvelles techniques que Zola décrit avec soin dans son roman. Les prix sont bas et fixés à l'avance, indiqués sur une petite étiquette. En effet, le but est de séduire l'acheteur et surtout l'acheteuse par un prix modique qui fait croire à une bonne affaire et provoque donc l'envie d'acheter. Ces bas prix sont permis par la révolution industrielle qui a permis la mécanisation de nombreuses filières, notamment la fabrication du tissu. Qui plus est, si l'article ne part pas rapidement, les prix baissent. Ces rabais permettent d'attirer une clientèle encore plus modeste et assurent au magasin le fait d'avoir des produits toujours récents. On propose également aux clientes de rendre l'article dont elles ne sont pas satisfaites. Les acheteuses peuvent donc dépenser sans compter, tout en se disant qu'elles peuvent rendre les produits achetés sur un coup de tête. Pour attirer les clientes, on fait de la publicité sous toutes ses formes. Dans la presse, qui se développe grandement au 19e siècle, mais aussi dans les catalogues garnis d'échantillons qui sont envoyés aux clientes directement chez elles, et même sur des ballons de caoutchouc, matériaux dont l'utilisation explose encore une fois grâce à la révolution industrielle. Construit de manière moderne et luxueuse, le magasin lui-même se transforme. On mélange les rayons pour obliger la cliente à se promener dans le magasin. On présente les produits de manière séduisante. On arrange les étalages pour provoquer l'envie d'acheter. Et l'on veille au confort des clientes, grâce notamment à des ascenseurs pour qu'elles n'aient qu'à se soucier de faire des achats. L'objectif de tout cela, provoquer l'envie irrépressible d'acheter.
Les grands magasins utilisent toutes les techniques modernes pour attirer les clientes qui ne peuvent que céder. Youhou! Oui. Tu veux pas parler du roman par hasard? Mais j'y viens, ne t'inquiète pas. Toutes ces techniques de vente, Zola les évoque très largement dans son roman en utilisant un style qui rend bien cette fièvre des achats. On reconnaît même derrière le personnage d'Octave Mouret Aristide Boucicaut. Ce sont les mêmes génies de la vente, plein d'idées nouvelles et grands manipulateurs. Mais chut, encore une fois, nous aurons l'occasion de l'évoquer dans la prochaine vidéo. Mon Dieu, quel suspense! Deux figures de style sont utilisées régulièrement par Zola pour montrer la puissance du grand magasin. C'est l'accumulation et la métaphore. Si l'on prend par exemple le texte numéro 3 du manuel, en plus de lister toutes les techniques de vente d'Octave Mouret, Zola utilise une première fois la métaphore religieuse en présentant le magasin comme un temple dédié à la femme. On retrouve cette métaphore à la fin du roman, lorsque Mouret contemple une dernière fois son peuple de femmes. Sa création apportait une religion nouvelle. Les églises que désertait peu à peu la foi chancelante étaient remplacées par son bazar, dans les âmes inoccupées désormais. La femme venait passer chez lui les heures vides, les heures frissonnantes et inquiètes qu'elle vivait jadis au fond des chapelles. Dépenses nécessaires de passion nerveuse, lutte renaissance d'un dieu contre le mari, culte sans cesse renouvelé du corps avec l'au-delà divin de la beauté. S'il avait fermé ses portes, il y aurait eu un soulèvement sur le pavé, le cri éperdu des dévotes auxquelles on supprimerait le confessionnal et l'autel. L'influence du magasin est telle qu'il provoque chez la femme une ferveur toute religieuse. Dans le texte numéro 4, la métaphore du fleuve sert à représenter la foule qui presse et qui entraîne les personnages féminins que l'on suit, et donc qui entraîne aussi le lecteur. Ces dames, saisies par le courant, ne pouvaient plus reculer. Comme les fleuves tiraient à eux les eaux errantes d'une vallée, il semblait que le flot des clientes, coulant à plein vestibule, buvait les passants de la rue, aspirait la population des quatre coins de Paris. L'accumulation, quant à elle, permet à Zola de montrer l'opulence et l'omniprésence du magasin. Ainsi, Zola déclare-t-il: C'était un débordement d'étalage. Le bonheur des dames sautait aux yeux du monde entier, envahissait les murailles, les journaux, jusqu'aux rideaux des théâtres. Dans le texte numéro 4, l'abondance de produits est elle aussi matérialisée par une accumulation. Il y avait des poussées d'épaules, une bousculade fiévreuse autour des casiers et des corbeilles, ou des articles au rabais, dentelle à 10 centimes, ruban à 5 sous, jarretière à 3 sous, gants, jupons, cravates, chaussettes et bas de coton s'éboulaient, disparaissaient comme mangés par une foule vorace. On retrouve cette impression lorsque l'on liste la foule qui se presse au magasin. C'était un pêle-mêle de dames vêtues de soie, de petites bourgeoises à robes pauvres, de filles en cheveux, toutes soulevées, enfiévrées de la même passion. Zola utilise aussi toutes les ressources de la conjugaison française. Le magasin, par exemple, est présenté avec le temps de l'imparfait. Ainsi, dans le texte numéro 3, on lit: Déjà, voulant éviter la fatigue des étages aux dames délicates, il avait fait installer 2 ascenseurs capitonnés de velours. Puis, il venait d'ouvrir un buffet où l'on donnait gratuitement des sirops et des biscuits, et un salon de lecture, une galerie monumentale décorée avec un luxe trop riche, dans laquelle il risquait même des expositions de tableaux. L'imparfait, tant la description, oblige le lecteur à la même contemplation que les clients face au luxe du bâtiment. Mais Zola utilise aussi la voix passive des verbes pour montrer que les clientes ne sont plus maîtresses d'elles-mêmes. Ainsi déclare-t-il de Madame Marty et de Madame de Boves. Elles étaient prises et emportées dans le vent de la foule. L'auteur montre les clientes incapables de résister à l'attrait du magasin et à l'influence de la foule qui achète. La principale victime du grand magasin, c'est la femme. C'est elle la cible et la proie d'Au bonheur des dames et d'Octave Mouret. Pour montrer la puissance du grand magasin, Zola va donc développer toute une galerie de personnages, du côté des clientes comme du côté des vendeuses. La place ambivalente de la femme dans le magasin est magnifiquement décrite par Zola au début du texte numéro 3. Mouret avait l'unique passion de vaincre la femme. Il la voulait reine dans sa maison, il lui avait bâti ce temple pour l'y tenir à sa merci. Au centre de ces phrases se trouve la femme, décrite comme une reine, comme une déesse même puisqu'on lui bâtit un temple. Cependant, ce propos est encadré par la figure de Mouret qui souhaite vaincre la femme et qui la tient à sa merci. Ce titre de reine n'est donc qu'une façade pour Mouret qui flatte la cliente pour mieux lui soutirer son argent. Cette femme est victime à tous les niveaux de la société. En effet, Octave Mouret ne manipule pas seulement les clientes pour leur argent, il exploite aussi les vendeuses avec des conditions de travail déplorables. Zola décrit ces conditions au travers du personnage de Denise, qui doit supporter les terribles fatigues du rayon.
Les paquets de vêtements lui cassaient les bras, au point que pendant les 6 premières semaines, elle criait la nuit en se retournant, courbaturée, les épaules meurtries. Mais elle souffrit encore plus de ses souliers, de gros souliers à portée de Valogne, et que le manque d'argent l'empêchait de remplacer par des bottines légères. Toujours debout, piétinant du matin au soir, grondée si on la voyait s'appuyer 1 minute contre la boiserie, elle avait les pieds enflés, des petits pieds de fillette qui semblaient broyés dans des brodequins de torture. Les talons battaient de fièvre, la plante s'était couverte d'ampoules, dont la peau arrachée se collait à ses bas. Puis, elle éprouvait un délabrement du corps entier, les membres et les organes tirés par cette lassitude des jambes, de brusques troubles dans son sexe de femme que trahissaient les pâles couleurs de sa chair. À cela s'ajoute le manque cruel de sécurité des vendeuses qui peuvent être renvoyées pour n'importe quel motif et qui, durant la morte saison, craignent toutes Bourdoncle et son fameux « passer à la caisse ». Parmi ces motifs, on trouve notamment la grossesse. En effet, une femme enceinte peut être mise en repos, c'est-à-dire renvoyée de manière déguisée. Mais au-delà de ces éléments, Zola détaille avec soin la condescendance dont fait preuve Mouret à l'égard de ses employés durant tout le roman. Ainsi, dans le texte numéro 2, lorsque Denise est convoquée pour son 2e jour, l'attitude de Mouret est réellement infantilisante. Il s'était levé, il vint corriger sa coiffure du même geste familier dont Madame Aurélie avait essayé de le faire la veille. « Tenez, rentrez donc ça derrière l'oreille, le chignon est trop haut !» Elle n'ouvrait pas la bouche, elle se laissait arranger. Malgré son serment d'être forte, elle était arrivée toute froide dans le cabinet, avec la certitude qu'on l'appelait pour lui signifier son renvoi. Et l'évidente bienveillance de Mouret ne la rassurait pas. Elle continuait à le redouter, à ressentir près de lui ce malaise qu'elle expliquait par un trouble bien naturel devant l'homme puissant dont sa destinée dépendait. Il la traitait en enfant, avec plus de pitié que de bonté, sa curiosité du féminin simplement mise en éveil par la femme troublante qu'il sentait naître chez cet enfant pauvre et maladroite. Néanmoins, la situation des vendeuses offre parfois de meilleures espérances que celle des clientes. En effet, les vendeuses peuvent, au mérite, progresser dans la hiérarchie du magasin et devenir seconde ou première de rayon. Elles font partie de ce que Mouret appelle l'aristocratie du travail, qui permet d'offrir un meilleur avenir à ses vendeuses. Ainsi, Zola déclare : Les chambres des demoiselles occupaient le 5e étage des bâtiments neufs, le long de la rue Monsigny. Elles étaient au nombre de 60, aux 2 côtés d'un corridor et plus confortables, toujours meublées pourtant du lit de fer, de la grande armoire et de la petite toilette de noyer. La vie intime des vendeuses y prenait des propretés et des élégances, une pause pour les savons chers et les linges fins, toute une montée naturelle vers la bourgeoisie à mesure que leur sort s'améliorait. Bien qu'on entendît encore voler des gros mots et les portes battre dans le coup de vent d'hôtels garnis qui les emportait matin et soir. D'ailleurs, à titre de seconde, Denise avait une des plus grandes chambres, dont les 2 fenêtres mansardées ouvraient sur la rue. Riche à présent, elle se donna du luxe, un édredon rouge recouvert d'un voile de guipure, un petit tapis devant l'armoire, 2 vases de verre bleu sur la toilette où se fanaient des roses. Ces vendeuses incarnent la révolution sociale du XIXe siècle, avec la place de plus en plus grande de la classe ouvrière qui se mue lentement en petite bourgeoisie. La vie de la haute bourgeoisie est-elle beaucoup plus stable ? En effet, à l'inverse des vendeuses pouvant espérer une ascension, les clientes sont bien souvent condamnées à rester dans la médiocrité de leur petite vie bourgeoise, supportant l'absence ou l'infidélité d'un mari. Zola, afin de dépeindre la condition de la femme au XIXe siècle sous toutes ses facettes, nous montre toute une galerie de personnages, clientes comme vendeuses, incarnant tout un aspect de cette condition féminine. Ainsi, Clara, vendeuse ennemie de Denise et un temps maîtresse de Mouret, incarne la débauche. Madame Aurélie représente, elle, l'arrivisme dont elle fait preuve notamment en flattant Denise après l'avoir méprisée lorsqu'elle sent sa faveur tourner. Marguerite représente, elle, l'orgueil, elle qui toise constamment le rayon de haut et qui retournera tenir son propre magasin en province à la fin du roman. Pauline Cugnot, vendeuse au rayon lingerie et seule amie de Denise, est une figure du bon sens populaire, toujours présente pour prodiguer ses bons conseils avec honnêteté et simplicité. Denise, enfin, est une figure de la vertu morale dans sa volonté de se garder toujours pure face à la débauche tolérée de la maison, vertu du travail également, assidue, constante et d'humeur toujours égale dans ses tâches. L'auteur nous montre par ses vendeuses une partie de la classe ouvrière à laquelle il reconnaît un manque d'éducation, mais qui peut, par son travail, s'élever dans la société. Zola fait aussi le portrait de ces femmes de la haute bourgeoisie, voire de la noblesse, qui sont clientes du grand magasin. Chaque femme incarne un rapport particulier à ce magasin qui est lui-même novateur en ce XIXe siècle. Henriette Desforges est la femme jalouse, celle qui envie et qui fait voir ce qu'elle possède. Madame Guibal incarne l'astuce, elle qui observe, reste sur le côté. Elle sait se débrouiller pour avancer, que ce soit en profitant du système des rendus ou en devenant la maîtresse de Monsieur de Bove.
Madame Bourdelais incarne cette astuce, mais de manière plus améliorative. C'est le bon sens bourgeois qui sait tenir son ménage avec économie et n'achète que lorsqu'elle en a réellement besoin, même si elle finira elle aussi par céder aux tentations de Mouret par l'intermédiaire de ses enfants. Viennent enfin deux clientes incarnant deux mots apparaissant en même temps que les grands magasins. C'est Madame Debove et Madame Marty. On révèle à la fin du roman que la première est, à la stupéfaction générale, une voleuse. C'est la déchéance d'une grande dame de la noblesse. Si, au début du roman, elle manque d'argent, on apprend à la fin qu'elle serait en mesure d'acheter les articles qu'elle vole. Mais atteinte d'une violente kleptomanie, elle est incapable de résister à la tentation de voler. Depuis 1 an, Madame Debove volait ainsi, ravagée d'un besoin furieux, irrésistible. Les crises empiraient, grandissaient, jusqu'à être une volupté nécessaire à son existence, emportant tous les raisonnements de prudence, se satisfaisant avec une jouissance d'autant plus âpre qu'elle risquait, sous les yeux d'une foule, son nom, son orgueil, la haute situation de son mari. Maintenant que ce dernier lui laissait vider ses tiroirs, elle volait avec de l'argent plein sa poche. Elle volait pour voler, comme on aime pour aimer, sous le coup de fouet du désir, dans le détraquement de la névrose que ses appétits du luxe inassouvi avaient développé en elle, autrefois, à travers l'énorme et brutale tentation des grands magasins. Madame Marty incarne, elle, cette fièvre des achats. Cette cliente, mariée à un pauvre professeur, ruine son mari par des dépenses inconsidérées qu'elle est incapable de réfréner. Elle rentre dans le magasin en jurant qu'elle n'achètera rien d'autre qu'une paire de lacets, mais elle est incapable de résister à la tentation de l'achat facile à bas prix. Comme Madame Desforges cherchait Madame Guibal, elle s'exclama en l'apercevant avec Madame Marty. Cette dernière, suivie de sa fille Valentine, était depuis 2 heures emportée à travers les magasins par une de ces crises de dépenses dont elle sortait brisée et confuse. Elle avait battu le rayon des meubles qu'une exposition de mobilier blanc laqué changeait en vaste chambre de jeune fille. Mais Madame Marty était surtout enfiévrée par les rayons nouveaux. On ne pouvait ouvrir un rayon sans qu'elle l'inaugurât. Elle s'y précipitait, achetait quand même. Elle avait passé 1 heure au mode, installée dans un salon neuf du premier étage, faisant vider les armoires, prenant les chapeaux sur les champignons de palissandre qui garnissaient 2 tables, les essayant tous, à elle et à sa fille, les chapeaux blancs, les capotes blanches, les toques blanches. Puis, elle était redescendue à la cordonnerie, au fond d'une galerie du rez-de-chaussée, derrière les cravates, un comptoir ouvert ce jour-là, dont elle avait bouleversé les vitrines, prise de désir maladif devant les mules de soie blanche garnies de cygnes, les souliers et les bottines de satin blanc montés sur de grands talons Louis XV. Un vendeur les suivait, traînant l'éternelle chaise où s'entassait déjà tout en amoncellement d'articles. « Comment va, monsieur Marty » demanda Madame Desforges. « Pas mal, je crois, répondit Madame Marty, effarée par cette brusque question qui tombait méchamment dans sa fièvre dépensière. « Il est toujours là-bas. Mon oncle a dû aller le voir ce matin. » Mais elle s'interrompit, elle eut une exclamation d'extase. « Voyez donc, est-ce adorable !» Cette dame, qui avait fait quelques pas, se trouvait devant le nouveau rayon des fleurs et des plumes, installé dans la galerie centrale, entre la soierie et la ganterie. Tout un coin étaient des garnitures et des couronnes de fleurs d'oranger. Il y avait des fleurs métalliques, des chardons d'argent, des épis d'argent. « J'achète une branche de pommier, reprit Madame Marty. N'est-ce pas? C'est délicieux. Et ce petit oiseau, regardez donc, Valentine. Oh, je le prends. » « Eh bien, nous vous laissons à vos achats, nous montons, nous autres. »« Mais non, attendez-moi » cria l'autre. « Je remonte aussi. Il y a là-haut la parfumerie. Il faut que j'aille à la parfumerie. » Madame Marty incarne ces femmes déçues de leur vie bourgeoise qui se réfugient dans l'achat compulsif et qui sont, face aux manipulations de Mouret, incapables de se défendre et de résister aux articles qui se présentent à elles. Eh ben, Mais qu'est-ce qui t'arrive encore? tu m'avais dit qu'Au Bonheur des Dames était un roman féministe. Je m'attendais à un meilleur portrait de la femme, moi. C'est vrai que Zola dresse un portrait assez cynique de la femme au XIXe siècle. Totalement soumise à l'homme, la femme est cantonnée à un travail où on l'exploite ou à une fausse liberté dans un foyer qui l'emprisonne. En réalité, la femme n'a aucun pouvoir de décision et le grand magasin exploite cette faiblesse en lui donnant la possibilité de s'exprimer dans un domaine qui lui est réservé, la tenue de la maison. La femme peut donc tour à tour être économe, pleine de bon sens ou vertueuse, mais Zola montre en majorité des femmes calculatrices, jalouses, dépensières et qui sont incapables de se contrôler. Si les vendeuses peuvent espérer une ascension dans leur statut social, les clientes bourgeoises, elles, n'ont d'autre choix que de se contenter de leur vie de foyer, qu'elle soit agréable ou non. Piètre portrait. Et je ne te le fais pas dire, mais si Au Bonheur des Dames est parfois considéré comme un roman féministe, c'est qu'il existe derrière cette galerie de portraits l'image d'une femme qui, justement, ne rentre pas dans ces petits critères de femme bourgeoise, faible et dominée. C'est cette femme qui, comme le dit Bourdoncle, va venir venger tous les autres qui ont été manipulés par Mouret. Et cette femme, c'est... Oui. Rendez-vous au prochain épisode. Non mais le cliffhanger, quoi.
C'est l'heure du test. Voici 5 questions qui vous permettront de vérifier que vous avez bien compris cette vidéo. Comme d'habitude, les réponses à ces questions se trouvent en description. Et surtout, n'hésitez pas à mettre pause à la fin de chaque question pour avoir le temps d'y répondre. Question numéro 1. Comment s'appelle le fondateur du Bon Marché qui a inspiré Octave Mouret? Question numéro 2. Quelles sont les métaphores que Zola utilise pour parler du grand magasin? Question numéro 3. Quelle est l'autre figure de style que Zola utilise pour montrer l'opulence et l'omniprésence du magasin? Question numéro 4. Quelles sont les 2 catégories de femmes que l'on rencontre dans le magasin? Question numéro 5. De quel défaut souffrent Madame Marty et Madame Debove dans le roman? Et voilà, c'en est fini pour cette deuxième vidéo. Sache que je t'ai mis dans le NT le lien d'un reportage passionnant et très bien fait sur ce thème des grands magasins et des femmes au 19e siècle. Comme d'habitude, tu peux t'abonner à cette chaîne et activer la cloche si tu souhaites recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je te conseille de regarder 3 fois cette vidéo. Une fois pour la découvrir, une fois pour la comprendre et une fois pour la retenir. Je te laisse, à partir de cette vidéo, remplir ton livret de séquences aux séances 2 et 3 et continuer le travail que je t'ai mis sur le NT. Encore une fois, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à venir me les poser par le NT. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au travail!